Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans les rois du Bitcoin. Félicitations à tous pour ce nouvel ATH qui s'est passé hier. J'étais en train de tourner une vidéo, ça m'a fait beaucoup plaisir. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Alors qu'est-ce que ça nous amène? Est-ce que ça va faire des nouveaux sommets, pleine découverte de prix? Jusqu'où on va aller? Je voulais vous en parler hier, j'ai pas le temps, je voulais pas trop dépasser le temps qui m'était à partir d'une trentaine de minutes. Donc je vous le dirai en fin de vidéo quel est ma target de prix en psychologique maximum du Bitcoin sur ce nouveau bull run ou suite de bull run, parce que finalement on n'est jamais vraiment sorti de ce bull run. Bien évidemment, ce n'était donc pas un dead cat bond, parce qu'on vient de faire un nouveau sommet. Voilà, donc le dead cat bond est annulé, il faut maintenant le chasser de son esprit. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de mes indicateurs que j'utilise. Comme ça, je vous fais un petit update très rapide sur tous les indicateurs que j'utilise. Comme ça, on peut avancer. Vous pouvez également les utiliser. Je vous mettrai dans le Discord tous les codes sources que j'utilise. Comme ça, vous pourrez exactement avoir la même chose que moi si ça peut vous intéresser. Après, le modifier à votre guise. J'essaie, moi, de mon côté, de modifier à le minimum mes indicateurs. Pourquoi? Parce que j'ai envie qu'un maximum de personnes voient la même chose que moi. D'accord? Donc si vous voulez modifier, si vous modifiez les périodes, si vous modifiez les indicateurs, etc., vous pouvez gagner peut-être un tout petit peu de temps par rapport aux autres ou perdre un tout petit peu de temps par rapport aux autres. Mais l'objectif est de rester le moins possible derrière les écrans. Parce que comme vous, peut-être j'ai un travail, j'ai des loisirs, j'ai une famille, je prends des vacances, je veux profiter de mes week-ends, et puis avoir un petit indicateur qui me permet de gagner quelques heures ou quelques minutes par rapport à une masse de population, ça ne m'intéresse pas, tout simplement. Je préfère voir ce que tout le monde voit, car j'investis sur le moyen et long terme dans ce que je vois et non ce que je crois. Voilà pour ça, on parlera de mes indicateurs, on parlera également du Bitcoin avec des zones évidentes de liquidation de short, d'accord? Même si on a fait ce nouveau plus haut, jusqu'où éventuellement on peut liquider un maximum de personnes en levier de vente logique. On en parlera. Je parlerai aussi des spreads. Est-ce que nous sommes en situation Est-ce que l'offre est supérieure à la demande? Est-ce que la demande est supérieure à l'offre sur le Bitcoin? Ça, on en parlera aussi. Et puis, il y a quelque chose qui ne me plaît pas trop dans cette structure de spreads. On en discutera. Je parlerai également des options. Des options de nos institutionnels, à la fois sur le mois d'octobre et sur le mois de décembre. Très intéressant. Et peut-être gommer un biais psychologique encore une fois, parce que le plus important, 80% du boulot, c'est de la psychologie dans le trading et l'investissement moyen long terme. Et également, je vous parlerai de ce qui m'embête actuellement, réellement, et je vois, moi, à moyen court terme, un Bitcoin revenir assez rapidement vers les 50 000 $, et je vous explique pourquoi. À tout de suite. Avant de commencer, je vous invite à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y retrouverez à l'intérieur une documentation d'une stratégie que j'ai écrite qui m'offre d'excellents résultats d'investissement moyen long terme depuis maintenant quelques années, qui s'appelle la stratégie des 4 rois. C'est un petit Google Doc sur une dizaine de pages. Je vous mets tout à l'intérieur. Pourquoi pas s'en imprégner pour vous aussi créer ou élaborer votre propre stratégie de trading moyen long terme. On peut aussi bien sûr discuter de tout ce qui est indicateur technique, de tout ce qui est stratégie court terme, des tradings, etc. Il n'y a pas de problème, j'ai passé des centaines d'heures derrière les écrans, j'ai été trader amateur court terme, mais malheureusement, et comme dans beaucoup de cas, les investissements que j'ai mis en place sur du moyen long terme ont été bien plus fructueux que mes investissements court terme. Et parfois, l'histoire se répète, et puis j'ai plus trop de temps de passer des heures, peut-être comme vous, derrière les écrans. On va parler tout de suite du Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bravo à tous, nouvelle ATH, donc ça c'est ultra bullish. Après, peut-être les mauvais angles diront on est toujours dans un catbog. Non, c'est complètement annulé. Ça y est, la structure est ultra bullish. La dynamique interne au niveau de mon MACD est extrêmement bullish. D'accord? Donc là, on peut aller chercher des targets de prix. C'est de la découverte, donc on ne peut pas savoir en réalité. Les tops de marché, malheureusement, personne ne les prend. On ne le sait pas. Sauf s'il y a une baleine, un mastodonte, ce que vous voulez, qui a des milliers de bitcoins au portefeuille, puis à l'instant T, il décide de tout décharger sur les exchanges. Je pense qu'on le verra arriver. Je l'espère, du moins. Et probablement que le jour où ce sera fait, ce sera dans le déni le plus total, dans Bitcoin à $1 million, et puis il aura allègrement la possibilité de décharger doucement ses Bitcoins pour créer leur propre top de marché. Je rappelle que ce n'est pas le public qui crée les tops de marché, ce sont des institutionnels, des banques, des market makers, ce que vous voulez, des très 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 gros portefeuilles. Et ils ne vous le disent pas, bien évidemment, sinon ce serait un peu facile. Mais il y aura quand même des signes de retournement de tendance moyen-long terme. J'espère en daily à minima et en weekly, pourquoi pas, qui nous avertira pour dire là, il va falloir prendre beaucoup de profit, il faut partir et on attendra une prochaine structure. Donc ça, on l'a vu sur le Bitcoin. Alors, on peut imaginer que juste ici, il y a énormément de shorters. Voilà. Alors des shorters qui ont shorté par exemple ici, des vendeurs agressifs en levier de vente, qui
en toute logique, mis généralement leur liquidation au-dessus des précédents tops. D'accord? On peut dire que si moi je prends une position de short court terme, moyen terme, d'accord? Je vais la placer par exemple, je prends un short ici, là, où j'essaie sur une petite structure de marché ou dans ma zone de rechargement. C'est ce que j'ai fait, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, parce que moi j'ai hedgé ma position, donc beaucoup de personnes hedgent leur position. On peut imaginer de mettre sa structure jusqu'au-dessus du top. Bon, ça fait du 26%, mais on imagine mettre, je sais pas moi, 10 000 euros levier x3. On part du principe que ça couvre l'intégralité de mon capital investi sur les cryptoactifs et notamment sur le Bitcoin à l'instant T. Et à ce moment-là, je ne perds pas, mais je ne gagne pas, quels que soient les mouvements de prix. Okay, si le Bitcoin fait ça, si j'ai couvert l'intégralité de mon portefeuille, entre guillemets, et que le Bitcoin fait comme ça, en fait, mon capital est censé pas bouger. En tout cas, mon capital Bitcoin. Après, sur les altcoins, ça peut partir dans tous les sens. Mais techniquement, le but, c'est de hedger son portefeuille, de protéger son portefeuille. Donc, je l'ai fait. Mon stop n'est pas encore pris. Et je serais très embêté s'il est pris et que ça revient à faire un pullback un peu sévère. Mais c'est pas grave, c'est le jeu, c'est une stratégie. J'accepterai ma perte si jamais ça devait arriver. Donc on peut quand même essayer de déceler mécaniquement des zones en fait complètement logiques de short. Alors on peut imaginer qu'il y a eu des shorts ici ou des personnes qui ont shorté dans toute cette zone-là. Donc on peut imaginer que s'il y a des gens qui avaient shorté ici, dans notre zone de rechargement, de vente, moyen terme, logique, qui se trouve juste ici. Je vais aller vite. Hein. Tac. Et ici c'est take profit, pour ceux qui étaient en swing trading, ou hedge position. Moi, ce serait plutôt dans mon cas, dans ma stratégie, une hedge position. Donc, ce serait totalement normal que je prenne un short ici. Hein. C'est ce que j'ai fait, pour information. Maintenant, je suis en train de me le faire grappiller, celui-ci. Hein. Je pense qu'il ne va pas durer longtemps, mais c'est pas très grave. Donc, on imagine qu'il y en a qui ont pris ici, il y en a peut-être des gros portefeuilles qui ont pris ici. Et on va tout simplement faire ça, hein, avec notre petite règle de pourcentage. Et on peut imaginer qu'à 10%, tous les leviers x10 de short ont sauté. Et on a vu ici effectivement des pics de liquidation de short qui étaient assez importantes. On continue à plus 20%, donc ça veut dire que tous les leviers x5 sont sortis du marché. On va continuer, tous les leviers x30. Là, avec cette toute petite mèche, hein, vous voyez ici, je vais agrandir un tout petit peu. Voilà là. Bon, quasiment les x30, ils sont sortis, hein, pour ceux qui avaient pris une position de short ici, juste sur ce précédent top, hein, de marché. D'accord? C'est un height, un précédent height, si vous voulez. Hop. Un low, un height. Bon, la dynamique s'est avérée haussière. Beaucoup de shorts ici sont sortis. En tout cas, à minima, quasiment tous les leviers x3 sont partis. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi ceux qui étaient là et les gros portefeuilles, hein, qui ont décidé de mettre un top de marché temporaire précédent ATH. Donc, si on le prend par exemple ici, dans une zone en fait logique en fait de travail, parce qu'ici, il y a eu beaucoup de travail. Hein, vous voyez, il y a beaucoup de travail dans cette zone-là. D'ailleurs, on peut le voir. On peut le voir ici. Hein. Dans mon volume, profile, je vais mettre en weekly. On va regarder s'il y a eu beaucoup de travail ici. Voilà. Hop. Voilà, le gros du travail. Donc on imagine que c'est là, mais ici, vous voyez, hein, ici, tous ces pics en fait dans le volume, en fait, c'est qu'il y a eu beaucoup d'ordres exécutés ici. Hein. Ici, il y en a eu un peu moins. Ici, il y en a eu beaucoup. Oui, tout ça, si je décale encore un peu plus, si je me mets là. Donc là, on voit que le quasiment maximum de volume, il était là. Ensuite, on descend ici sur les 18 000 et après, c'était pendant la grosse accumulation, pendant des mois. D'accord? Allez, ça, on y reviendra plus tard. C'est pas l'objet, mais en tout cas, beaucoup d'ordres ont été échangés ici. Donc c'est normal que ça avait coincé, que ça a du mal à passer. Donc on va faire exactement le même exercice. On se met à peu près ici, sur des structures de mèche. Je prends un short, un peu agressif, tous les x10. Allez, les x10, ils sont sortis. Hein. Vous voyez sur cette mèche-là, les x10 sont sortis. Ensuite, est-ce que les x20 sont sortis? Non. Donc on peut très bien ici dire, si je mets juste un truc là, sur des par exemple, hop, 72 000 $, on peut mettre des prix psychologiques et des prix ronds. Donc c'était les 72 000 $. Hop, on peut y dire que s'il y a des pics de liquidation, on peut même le noter. Liquidation x5. D'accord? Je vais mettre en rouge. Et le style, je peux le mettre en rouge. Voilà, la liquidation x5. Et je continue. Donc je me remets à peu près là, sur mes précédents tops. Donc là j'étais à x5, donc 20 x5 ça fait 100. Et puis après je me mets x30. Lui je ne vois pas. Voilà, un x30. Donc tous les x3 à 30% plus. Donc les x3 ici, sur les 78 500 $, ça saute. On peut faire exactement la même chose.
Donc 79 000 $. Alors, je vais pas faire ça, je vais faire copier-coller. Voilà. Et là, je peux imaginer, voilà, 78 000 $. Tout simplement. Voilà. On vérifie. Voilà, x30. Et puis après, les x2, ceux qui ont fait des leviers de vente agressifs x2, bon, on peut imaginer, bah, c'est beaucoup plus haut. C'est ici sur les 90 000 $. Hop. Je vais faire ça. Donc ça, je vais le modifier. C'était pas x5, c'était x3. Hop. Et là, les leviers de short x2 en rouge. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire si le marché a décidé d'aller liquider un maximum de vendeurs agressifs? Bah en fait, ça peut très bien faire quelque chose comme ça, aller les exploser jusqu'au x2, et après derrière, boum, redescendre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il va falloir de l'achat ici, hein, pour pouvoir pousser les prix pour aller liquider des shorts. Et il y a un petit truc qui m'embête un peu. Je vais vous montrer ce que c'est. Ici, on a compris qu'il y avait quand même des zones de short et des zones de stop complètement logiques. D'accord? Il y a beaucoup de vendeurs qui étaient ici. Bon, on voit que ça transperce. Est-ce qu'il y avait beaucoup de shorters ici? Est-ce qu'il y avait beaucoup de liquidation de short? On va les voir sur CoinAlyse. Et on voit qu'on a fait quand même un nouvel ATH. Bon. Et puis hier, il y a eu 30 millions de shorts. Bon, c'est pas oufissime, hein. D'accord? Ici, on en avait même un peu plus de shorters. 37 millions. Et là, 30 millions. D'accord? De short. J'ai aussi un autre petit site que j'utilise, que j'aime beaucoup. C'est Bybit, pour aller chercher nos liquidations. Et je les ai mis sur 24 heures. Donc, grosso modo, sur 24 heures, il y a eu 393 millions de personnes qui ont été liquidées, à la fois en short, mais à la fois en long. Donc, ce soit des vendeurs ou des acheteurs. Et quand je descends, je me mets encore en 24 heures, il y a eu 66% de shorts qui ont été liquidés sur l'intégralité des exchanges. D'accord? Donc 259 millions de shorts sur l'intégralité des exchanges sur cette grosse poussée sur les 24 dernières heures sont sortis, et 130 millions de shorts. Alors pourquoi 130 millions de longs, d'acheteurs? Parce qu'en fait, il y a eu un tout petit retracement quand même. Donc je vais mettre en 4 heures, vous allez le voir très facilement. En fait, pardon. Hop. Ce petit truc-là, je vais l'agrandir. Voilà, ce petit truc-là a permis de sortir 100 millions d'acheteurs agressifs. Juste ce petit truc-là. D'accord? Donc ce machin-là a sorti moins de vendeurs que ce truc-là quasiment d'acheteurs. D'accord? En sachant que c'est très très difficile d'acheter là-dedans. On attend quand même des pullbacks, des retracements, des zones des poules de liquidité complètement évidentes, des chasses au stop, etc. Donc acheter là-dessus, c'est très très dur. On voit également qu'on est toujours très très bullish, entre guillemets. Les spreads sont toujours dans un excès, entre guillemets, d'achat. Les spreads sont largement positifs. Ici, pareil, sur notre funding, extrêmement positif. Ça veut dire que ça coûte de l'argent d'acheter le marché en levier que de vendre le marché en levier. Là, il y a un petit truc qui se passe. Non, il n'y a rien du tout. J'étais une poussière sur l'écran, je pensais qu'il y avait un point rouge. Je dis oui, il y a un truc bizarre. Non, il n'y a pas de truc bizarre. Donc voilà pour ça. Donc en fait, il y a plus d'acheteurs malheureusement sur ce marché, et ce depuis, je l'ai dit, depuis le 6 octobre. D'accord? Depuis qu'on est passé largement au positif. Alors oui, on a le ratio long short qui continue à monter un peu, mais ça redescend. Bon, c'est assez mitigé, on va dire qu'il y a une forme de neutralité sur les ratios. C'est un peu normal. Beaucoup en fait de longues en fait clôturent leur position parce que c'est la peur et parce que j'ai envie de vite prendre mes profits. C'est des traders court terme. Beaucoup en levier, avec des forts leviers, donc qui clôturent très rapidement ses positions. Généralement, un levier x5, x10, x20, il ne garde pas une semaine, il garde pas un mois et demi, 3 mois là, ses positions. Déjà, le coûte cher, donc généralement, il clôture relativement vite. D'accord? Et puis, là, on liquide des shorts. Donc, est-ce qu'il y a encore des personnes qui vendent ce marché un peu agressivement? Évidemment. Ceux qui sont en déni, qui veulent racheter du Bitcoin à 20 000 $, peut-être que dans leur tête, je shorterai jusqu'à la mort. À un moment donné, ça finira bien par descendre. Oui, effectivement, ça finira bien par descendre. Et je reviens sur mon open interest. Je vous en avais parlé hier sur la petite vidéo. En fait, on n'est pas encore arrivé sur ce pic, entre guillemets, des 153K, là, les 153 000 bitcoins en leverage. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Moi, j'ai l'impression qu'on va faire un petit truc comme ça. Parce que rappelez-vous, sur ce pic de liquidation-là, il y en a eu des liquidations.
il y en a eu un gros paquet. Il y a eu plus de 340 millions de liquidations. Donc vous voyez bien qu'entre ce truc-là, qu'on a fait juste une mèche comme ça, et que depuis le temps que ça monte, et sur ce break d'ATH, là où on peut imaginer qu'il y avait beaucoup de liquidations de short à aller chercher, bah, je le vois pas. Il n'y en a pas. Et ça, c'est très embêtant. Alors, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, soit il n'y en a pas, ce qui est faux puisqu'on sait qu'il y en a, mais ils sont peut-être beaucoup plus hauts. Donc, il faudra pousser le prix pour aller vraiment nettoyer complètement les vendeurs agressifs. Et si ça fait ça, est-ce que ça ne veut pas dire que bah, finalement, on va aller tuer, entre guillemets, les vendeurs agressifs pour derrière retourner le marché? Parce que si vous voulez aller dans une direction, l'objectif, que ce soit dans un sens comme dans l'autre, c'est de sortir un maximum de personnes du train. J'ai souvent l'habitude de répéter que le marché monte avec un minimum de personnes et descend avec un maximum de personnes. Bah, c'est à peu près pareil, hein. Si le marché descend avec un maximum de personnes et, euh, et monte avec un minimum, bah, c'est à peu près la même chose, en fait, si vous voulez, dans un sens comme dans l'autre. Donc est-ce qu'on va pas décharger le train de shorteurs agressifs pour en fait mettre le prix beaucoup plus bas? Une bonne question. Donc je peux imaginer, dans une perspective assez court terme, donc je veux dire quasiment avant la fin du mois, donc on a 10 jours, ça va faire un gros pic ici, ça va monter très fort. Ici, on va continuer à avoir des no spreads qui commencent à exploser, et puis derrière, boum. Et là, j'aimerais voir un truc comme ça. Un pic ici de liquidation énorme. Boum, comme ça. Et je vois une target, voilà, sur les 50 000 $ à peu près. Voilà. Parce qu'en fait, je crois que ce truc-là, c'est un vrai prix psychologique. 50 000 $, ultra prix psychologique. On revient en fait dans toutes ces zones-là. Donc on repasse sous ces trucs-là, quasiment. On revient dans le range de la mort, entre guillemets, ici, sur la distribution. Là, je pense que ça va vriller les mentalités. Je vous l'avais dit, Bitcoin à 20 000 $, etc. Alors qu'on y sera très loin. On sera encore à 50 000 $, mais je pense que si on verra sur le Scalped Index, etc., des personnes qui vont switcher. Et je pense, et je le répète, malgré ce nouvel ATH qui est la décision a été prise par le marché d'aller faire des sommets. Donc ça veut dire que c'est bullish. La dynamique interne est bullish. La dynamique long terme est bullish. Et c'est pas parce qu'on revient sur les 50 000 que ce sera bearish. D'accord? Il faudra vraiment voir des structures de marché et attendre. Donc pas de précipitation. N'achetez pas les couteaux ascendants. Hein, d'accord? Comme n'achetez pas des couteaux qui tombent, n'achetez pas des couteaux ascendants. Hein, d'accord? C'est la pire chose à faire, c'est ça. Hein, parce que, pour être tout à fait honnête, ça va être difficile de survivre, entre guillemets, psychologiquement. Je vais me remettre en daily. Ici, à quelque chose comme ça. Je vous le note. Hein. Hop, imaginez, on a une vraie accélération du prix. Bam, on expose des shorters. Bam, on expose les shorters. Là, ça fait ça. Et là, et boum. Voilà. Ça signifie quoi, ça, pardon? Bah, ça signifie un retracement complètement logique d'une dynamique haussière. On a un low, un plus haut, un height qui est un plus haut que le précédent plus haut, le plus bas qui est plus haut que le précédent plus bas, et vice versa. Donc on peut continuer comme ça, sans problème. Beaucoup de professionnels aimeraient voir ça. Hein. Ça nettoierait le marché. Et si ça continue à monter, je pense qu'il y a des news qui devront accompagner ce marché. Pourquoi? Parce qu'actuellement, je ne vois pas beaucoup de news, à part nouvelle ATH, record historique du Bitcoin, je ne vois pas des news incroyables. Enfin, j'ai pas vu que l'Allemagne accepte le Bitcoin en monnaie légale. J'ai une bêtise, mais j'ai pas vu de news dans ce sens-là. Et il nous faut des news dans ce sens-là. Alors peut-être qu'elles vont arriver, et à ce moment-là, bah, ok, pas de problème. Ça peut monter sans retracer zéro dip. Hein. Tant pis, il fallait acheter avant. Mais s'il n'y a pas de news internationale qui accompagne ce mouvement, à mon avis, il va falloir sortir des personnes du train. Hein, c'est toujours la même chose. Hein, d'accord? Donc voilà, je vais les garder, ces petites zones de liquidation x5, x3, x2, pour voir si on vient les chercher. Et voir aussi si on vient chercher nos ordres sur OKEx, hein, sur nos marchés asiatiques, parce que là, ils sont toujours, hein, ils sont pas partis, ces gros ordres d'achat qui attendent patiemment qu'on vienne les filer. Et pourquoi je me dis que c'est complètement possible qu'on vienne les filer? Et là, c'est biais psychologique encore. Ça va peut-être pas vous plaire. Je vais aller sur les options de octobre, du 29 octobre. On voit bien que maintenant, le strike, là, en fait, le plus gros montant de, entre guillemets,
call et sur les 50 000 $. Donc précédemment, il était sur les 60 000, là, ils viennent passer sur les 50 000. Donc là, c'est le max, entre guillemets, c'est 50 000. Généralement, on aime bien s'y approcher de ces trucs-là. Hein. Pas forcément du max line price, mais plutôt des strikes. Parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui misent ici. Et pour moi, il y a une confluence. Et ça, j'adore ces confluences-là. Vous savez, c'est comme une trendline se rapproche à une trend de Fibonacci. Là, je vois qu'il y a un maximum de call ici, donc 4000 bitcoins sur un max line price. Confluence. Étonnant. Est-ce qu'on va me donner raison 29 octobre ou pas? On verra bien. Je peux me tromper. Mais ce que j'aime bien, c'est que quand on regarde décembre, et ça on le voit de plus en plus sur les réseaux, eh ben on a tous les yeux sur les 100 000. Parce que c'est le max, c'est le strike price, c'est les 100 000, etc. Même si le max line est 40 000. On n'y est pas, mais on voit ici. Donc dans notre tête, Bitcoin à 100 000. Alors si dans votre tête aujourd'hui c'est Bitcoin à 100 000 en décembre, le 31 décembre, bah moi j'aimerais que dans votre tête ce soit avant la fin du mois Bitcoin à 50 000. Et ce ne sera pas moment de vendre. Hein. D'accord ? Encore une fois, ce n'est pas les particuliers, nous les amateurs, qui guidons le prix. Hein. Ce sont les institutionnels. Et ceux qui sont là-dedans, c'est des institutionnels. 4000 bitcoins, c'est quand même pas rien. Hein. D'accord ? Voilà. Et peut-être que je vous ai donné peut-être un petit billet psychologique. S'il y a quelque chose qui vous arrange dans un sens, il faut aussi que ça vous arrange dans un autre sens. Si vous utilisez les options, les strikes et les max line price pour pouvoir guider éventuellement vos raisons de localisation, aucun problème. Mais par contre, il faut les prendre dans les deux sens. Et moi, pour l'instant, mon sens, c'est pourquoi pas racheter des altcoins sur un fort retracement, parce que quand Bitcoin va perdre 20% ou 30%, c'est à peu près ça qu'on va s'attendre. Hein. Si on s'arrête à peu près là sur les x5, et qu'on revient sur les 50 000 $, c'est du moins 30. Hein. Et si ça perd moins 30 ici, déjà dans la tête, ça fait mal, parce que là, on va en parler. Hein, vous savez que depuis une dizaine d'années maintenant, depuis les réseaux sociaux Facebook, ce qui fait vendre, c'est la peur. Hein, Bitcoin à 70 000, ça fait pas peur. Par contre, Bitcoin retour à 10 000, ça fait peur. Et ça fait vendre. Et ça partage. D'accord ? Donc, il ne faudra pas vendre si ça fait moins 30. Hein. OK ? Même si vous vous êtes fait pris votre age, etc. Ça, c'était une chose très importante. Je finis également sur nos spreads. Parce que j'aime pas trop ça. Les spreads, en fait, ce sont la différence de prix entre le spot et les dérivés. D'accord ? Et les contrats futurs. On appelle ça contango et backwardations. Backwardations, c'est lorsque l'offre, entre guillemets, est supérieure à la demande. Ça veut dire qu'il y a plus de bitcoins qui sont sur le marché des dérivés que de demandes. Donc, il y a plus de vendeurs que d'acheteurs. Et contango, ça veut dire qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Et on voit bien, en effet, notamment sur Ethereum, qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc, on est bien en contango depuis longtemps. Hein. D'accord ? Donc, on passe des fois dans le négatif ici, sur des petits pics, des petites peurs, on est dans une zone de rechargement de vente logique, moyen terme, etc. Mais on voit que généralement, on est quand même plus au-dessus qu'en dessous. Donc, l'offre est généralement moins importante que la demande. C'est un bon signe. Par contre, ce qui ne me plaît pas, c'est ces divergences-là. Hein, moi, j'aime bien quand les spreads accompagnent le mouvement. Ici, on voit que le prix, donc là, ici, c'est le prix du Bitcoin. On voit qu'il monte, alors que nos spreads, en fait, sont plutôt descendent. D'accord ? J'aime pas ça. Moi, j'aime bien quand les spreads accompagnent le mouvement. Parce que les spreads sont révélateurs du sentiment de marché. D'accord ? Donc, j'aime bien quand ça monte, moi. Quand c'est comme ça, quand ça accompagne le mouvement. Ici, c'est pas le cas. Et c'est la même chose sur Ethereum. D'accord ? Là, on voit bien que l'Ethereum monte, alors que nos spreads n'accompagnent pas ce mouvement. Ça, c'est complètement gratuit. Hein. Aussi, je vous le mettrai, cet indicateur-là, sur le Discord. Si vous voulez le récupérer pour vous, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Donc, ce qu'on aimerait voir, c'est assez rapidement voir un vrai regain de marché et commencer à avoir des choses comme ça pour accompagner ce mouvement. Hein, d'accord ? Idem là-dessus. Hein. D'accord ? Voilà ce qu'on aimerait voir. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, vigilance. Tout simplement. Ça veut juste te dire vigilance. Ne soyons pas étonnés si on voit un Bitcoin à 50 000 $ qui réaccompagne ce marché. Hein. Parce que si on voit quelque chose comme ça et que ce truc qui continue à faire ça, je dis oui, c'est bon, il accompagne ce marché. Voilà. C'est pas vraiment ce qu'on aurait voulu voir à court terme. Mais c'est complètement possible. Ok ? Pour finir, j'aimerais vous parler de mes indicateurs. Très simples. Et je vais le faire rapidement maintenant, mais j'en reparlerai peut-être dans une autre vidéo et je vous les mettrai sur le Discord. Comme ça, vous pouvez récupérer tous les indicateurs que j'utilise. Donc, on va aller sur ça. XBT, c'est très bien. Donc moi, j'utilise... Ah non, sur XBT, j'ai pas mon OBV. C'est pas très grave. Hop, je vais effacer ça. Donc, j'utilise mon MACD
Complètement logique, vous allez sur ici indicateur, d'accord, vous connaissez, hein, vous mettez le MACD et puis j'utilise à peu près ça. Hein. Après j'ai un peu customisé le truc, mais c'est pas très grave, vous voyez c'est mon favori, MACD, et je ne modifie pas les périodes, 12-26-9. Pourquoi? Parce que je veux qu'un maximum de personnes voient la même chose que moi. Donc le MACD en réalité c'est la différence entre deux moyennes mobiles exponentielles, généralement en 12 et 26 périodes, associées à une autre moyenne mobile exponentielle plus courte. D'accord? L'objectif du MACD, ça permet de spéculer sur une dynamique de marché, soit haussière, soit baissière. Par exemple, si on prend la dynamique du Bitcoin actuellement, on voit que la dynamique est haussière, parce qu'on fait des doubles bottoms. J'aurais aimé le creuser 0, mais ça c'est haussier, d'accord? On voit bien que c'est très haussier. Pardon. On voit bien que c'est haussier. Là, on voyait que la dynamique était baissière. J'ai mis le creuset 0, boum. Donc là, la dynamique est baissière. Et on le voit bien, hein. La dynamique est baissière. Il nous avait prévenu, hein, Loulou. Hein. D'accord? On ne s'accroche pas hein, quand on voit des structures de marché comme ça, on s'en va. Hein. On prend des profits à minima. Hein. Beaucoup de profits à minima. Ok? Il ne faut pas s'accrocher à ses rêves. Hein. D'accord? Donc là, j'ai vu que sur Bitcoin, la dynamique en weekly, donc dynamique moyen long terme, est bullish, haussière. Par contre, sur Ethereum, absolument pas. Et d'ailleurs, on voit quasiment une double divergence. En weekly. Si je prends ici, si j'enlève la mèche, bon, j'aime bien prendre les mèches. On prend toujours ce qui nous arrange, hein, d'accord? Mais ici, on voit que c'est à peu près plat, si on enlève les mèches. Et là, on voit que ça monte, alors que là, ça descend. Et que là, ça descend. Est-ce que cette dynamique baissière est confirmée? Absolument pas. Pas du tout confirmée. D'accord? Donc pour l'instant, elle n'est que potentielle. À venir. Regardez ce que vous voulez. Ce qu'on voudrait voir, c'est soit elle redevient complètement bullish en breakant ici, en clôturant weekly au-dessus de cette ligne de coup, de ce double bottom, d'accord? Soit ça casse. Là, on aura un premier signal, ici, fin du monde. D'accord? Donc ce qui se passe sur Bitcoin, la dynamique sur Bitcoin est à moyen long terme haussière, la dynamique est haussière. Par contre, sur Ethereum, on est encore, entre guillemets, en contraction. Pourquoi en contraction? C'est ni haussier ni baissier. On est en train de contracter. Et on le voit très bien ici. D'accord? Tout simplement. Donc si on commence à avoir des choses comme ça, là on pourra dire, malheureusement, la dynamique long terme est baissière. Si par contre on casse ici, la dynamique est haussière. Mais là, ça contracte. Si je viens en daily, est-ce qu'on voit mieux? Mes petits gribouillis, je vais tous les enlever. Qu'est-ce que je vois? Non, rien. Ici, le gros truc là, toujours pas. J'ai une forme de contraction aussi. Ouais, ça contracte en fait, hein, tout simplement. Là, on voit quand même un semblant de dynamique qu'on essaie de prendre en fait que c'est bullish. Ici, si on vient clôturer la mèche, je sais pas si elle est clôturée. En daily, je regarde pas trop le daily sur mes dynamiques, mais je crois pas qu'elle soit. Non, elle est pas clôturée la mèche là au-dessus de ce truc. Hein. Si ce soir c'est clôturé comme ça, on pourra dire que la dynamique en daily est haussière. Donc ça prouve quoi? Continuation haussière, d'accord? Ou éventuellement, continuation haussière en daily. On est dans une situation de surachat. C'est pas forcément négatif, hein. Ça veut juste dire qu'il y a des gens qui sont en train de passer la seconde. Donc positif pour voir des nouvelles découvertes de prix sur Ethereum. Est-ce qu'on a cassé l'ETH sur Ethereum? Non, pour l'instant on est toujours juste un petit peu en dessous. Ça devrait tarder, peut-être dans la journée, d'accord? J'espère qu'on ne cassera pas l'ATH dans le week-end, parce que généralement les mouvements du week-end sont des fake-out. Ça veut dire que ce sont des mouvements qui sont annulés le lundi. Par contre, si on est très bullish aujourd'hui et qu'on clôture un nouvel ATH, peut-être que lundi sera un très très joli lundi. Et même pourquoi pas partir avec un gap, on en a parlé dans la vidéo d'hier, partir avec un gap haussier sur le Bitcoin, pourquoi pas, hein. Grosse poussée du week-end pour aller chercher tous les vendeurs agressifs, etc. Pourquoi pas un gros pullback pour aller compléter le gap, on ne sait pas. Mais en tout cas, on en parlera à ce moment-là quand on y sera. On continue avec notre William. Donc William, c'est un indicateur qui est assez proche du RSI. D'accord? C'est un oscillateur. Donc, c'est un indicateur de momentum. En fait, c'est un oscillateur. C'est donc Larry Williams qui l'a créé et qui lui a donné son nom, comme beaucoup d'indicateurs. C'est assez proche du RSI. Il est utilisé pour définir des zones de surachat et de survente. On est d'accord que quand c'est ici, c'est du surachat. Et lorsqu'on passe ici en dessous de la ligne des 80, moins 80, c'est de la survente.
D'accord? Généralement calculé en 14 périodes. Donc moi, je le calcule en 21 périodes. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de calculer avec un RSI 21. J'aime bien les RSI 21. Voilà, on utilise beaucoup des RSI 14. Donc généralement, on le met en 14. Hein, d'accord? Longueur 14. Regardez ce que ça fait. En fait, ça bouge que très très peu. Mais on peut peut-être garder, vous savez, c'est ce fameux truc, on a un tout petit temps d'avance. Moi, j'ai pas besoin de temps d'avance. J'ai pris l'habitude de travailler en 21, j'aime bien. Donc, vous pouvez le mettre en 14 ou en 21. 14, c'est généralement en 14, sinon 21, bah, c'est moi ce que j'utilise. Mais au moins, j'ai des vraies situations de surachat moyen terme. Et là, on peut y rester longtemps, hein, comme on voit. OK? Je travaille également avec l'OBV, donc le One Balance Volume. C'est un super indicateur qui a été créé dans les années 60, qui a été considéré comme révolutionnaire. Il est beaucoup utilisé, bien évidemment, aujourd'hui. L'idée, en fait, c'est de mesurer la pression d'achat et de vente par rapport au volume. D'accord? Donc, quand l'OBV est croissant, il y a une pression d'achat par des gros portefeuilles. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Et quand l'OBV, en fait, est décroissant, c'est qu'il y a une forte pression vendeuse de gros portefeuilles. Toujours corrélé, en fait, au volume. Et on le voit ici. Hein. Ici, on voit que l'OBV sur Ethereum est décroissant. Ici, pic de volume. Donc, la pression vendeuse est très croissante. Et effectivement, la pression vendeuse est très importante. D'accord? Ici, on voit que ça monte. Il y a des volumes qui sont légèrement croissants. On ne le voit pas très bien, pardon. Ici, c'est à peu près croissant. Là, l'OBV monte. Et on voit effectivement que c'est pas une in the more là. Hein. Là, on revient dans une dynamique. Donc, la pression est acheteuse. Et c'est ça que j'aime bien regarder, moi, sur des petites assets. On va en prendre un nano, par exemple. Moi, j'aime bien voir ça en weekly. On va pas faire le truc de nano aujourd'hui, hein, d'accord? Mais bon, quand je vois ce genre de choses avec des volumes extrêmement vendeurs ici, c'était le top, vous vous rappelez, de décembre 2018, et qu'on voit qu'en fait que l'OBV là est croissant, donc il y a vraiment des capitaux qui rentrent dans ce marché-là. Il y a un vrai volume d'achat massif ici, et on voit hein, que malgré les retracements, d'accord, qui sont des excellentes ici zones d'achat moyen long terme en weekly, bah, je ne serais pas du tout surpris, surtout qu'on est en situation, vous le voyez ici, hein, on vient juste de sortir de notre situation de survente, mais on y est bien rentré hein, ici, bah, ça ne me déconnerait pas de voir un nouveau sommet hein, pour Nano hein, dans les prochaines semaines. La dynamique sur mon MACD bah, est pour l'instant neutralisée, d'accord? Donc on ne fait pas ce genre de choses ou ce genre de choses, pas la fin du monde. Hein. Au contraire, si on vient casser ce petit bout-là, la dynamique long terme en weekly devient haussière. Et nouveau sommet ou pas, peu importe. Est-ce que c'est une mauvaise solution d'investir sur Nano ici? Non, c'est une bonne idée, pour le coup. Pas tout, hein. On ne fait pas all-in sur Nano, hein, mais si on peut mettre 1, 2 ou 3% de notre capital en lissant nos achats en première classe et classe éco, c'est pas une mauvaise solution. Voilà pour ça. J'utilise pas plus d'indicateurs. Hein. OBV, William, MACD, et un petit peu mon RSI, ici mon RSI 21, que j'utilise de temps en temps. J'aime bien. D'ailleurs, il faut faire attention aux indicateurs parce qu'on dit souvent que le RSI, quand il est dans une zone de neutralité, ça veut dire que le prix, entre guillemets, est accepté par les vendeurs et par les acheteurs. Quand il est fortement haussier, quand il est au-dessus du RSI, bah, c'est que c'est haussier. Hein. Ici, on revient dans une dynamique haussière, vous le voyez. Par contre, quand il vient de neutraliser, il passe en dessous, il clôture en dessous en weekly, c'est très baissier. Attention, billet psychologique, les indicateurs, c'est pas l'avenir. Regardez ici, on a bien clôturé en weekly en dessous, on clôture en weekly en dessous. Ici, c'est Bitcoin à 10 000. Non. On part, on rebond. Attention, hein. Ça, on est tous dans le même bateau de toute manière. Hein. Après, on peut aller en 4 heures, en 1 heure, en 5 minutes si vous voulez. Bah là, c'est baissier. Et c'est vrai, c'est baissier. Sauf que derrière, ça peut très bien aller faire des nouveaux ATH 3 semaines plus tard. Ou 2 mois plus tard. Ok? Et là, j'ai bien aimé, sur mon récit 21, je viens de le voir. Ici, ce pullback super sympa de c'est la fin du monde Dead Cat Bone. Bah, regardez ici, il y a une espèce de truc sur les réseaux qui tournait il y a quelques années maintenant, sur le 0,53 là. Sur les 53 périodes ou les 52? Ouais, 53 je crois. Bon, je sais plus. Je crois que c'est 53. Ouais, 53. Enfin, le machin, il vient pile taguer les 53. Ça, c'est le machin magique du Bitcoin, ça, sur le RSI 21. Le machin, il rebondit dessus, ça repart. Enfin, c'est super puissant. Bah, regardez là, allez. Ça nous fait jamais mentir, ce truc. Boum, ça rebondit. Nouvelle ATH. Félicitations à tous. Donc voilà les indicateurs que j'utilise. Je ne les regarde pas tous les jours en permanence. Je les regarde juste pour éventuellement prendre des achats et pour savoir si ou pas la dynamique est haussière ou redevient haussière
ou neutres, entre guillemets, mais en tout cas pas baissières. Je n'achète pas dans des dynamiques baissières, je les achète soit neutres, soit haussiers, pour pouvoir lisser mes achats sur des altcoins. Voilà, Ethereum, pardon, bah, toujours neutre, entre guillemets, sur la dynamique. Bitcoin, bullish. Voilà, on restera là-dessus. Mais juste avant de vous quitter, j'espère qu'on n'aura pas trop dépassé la demi-heure. Je ne sais pas. J'aimerais vous parler de mon objectif de prix sur le Bitcoin. Et ben, je vais vous en parler tout de suite. C'est parti. Extrêmement simple. Donc moi j'aime bien, donc tout ça ok, c'est bullish, tout est ok, c'est magnifique. Bah c'est pas compliqué. Hein. Je prends mon Fibo d'extension, je vais aller chercher mes précédents bottoms, donc soit ici, mais j'aime bien les dynamiques long terme. Je vais chercher mon top, ça me donne raison, pourquoi? Parce qu'on vient de casser, on n'a pas encore clôturé, hein. D'accord? On peut très bien clôturer dans le mal, hein. Mais pour l'instant c'est pas clôturé, et je vais aller chercher mes targets d'extension. D'accord? La première, c'est ici. Hop. Donc là, je prendrai, si j'ai beaucoup de Bitcoin, bah, c'est sûr que ici, je prendrai un massif profit. Faites ce que vous voulez, mais moi, je prendrai du massif profit. Et j'en ai deux autres. Ici, massif profit. Et ici. Et la petite histoire veut qu'il est très probable, comme c'est passé dernièrement, et en fait c'est jamais vraiment différent, et en fait il y a plein d'indicateurs, hein. Il y a un indicateur qui est pas mal utilisé aussi, c'est le cercle de Fibonacci, et qui sur pas mal d'assets en fait sont bien représentatifs et ont des targets qui sont juste délirantes. Donc moi je prends ce qui s'était passé avant, par exemple sur un top bull run, rappelez-vous, et où est-ce qu'on est parti chercher ce pic là que In the Moon, le Chicago Mercantile est ouvert en plein mois de décembre, au mois de janvier, etc., qui signifie le top de marché. Une news extrêmement bullish, et ça j'en parlais précédemment, bah, parfois ça peut être extrêmement bearish, malheureusement. Donc je vais aller chercher mes précédents tops de marché. On avait vu en fait sur une précédente vidéo qu'on était ici. On vient le chercher là. Qu'est-ce qu'on vient chercher exactement? Mes 300, mes 618. Ici. Eh ben on fait la même chose. On va chercher les 3618. Hein. L'histoire se répète ou l'histoire se répète pas? On va chercher mon précédent top bout de marché. Je vais chercher ici. Donc ici j'étais là à peu près. Hein. D'accord? Tac tac. Je dis qu'on est là. Hein, tout le monde va dire on est ici, on est ici, on est ici. Ouais, on est ici, il n'y a pas de problème. Bah, je suis d'accord avec vous, on est ici. Si vous voulez, on verra bien. Donc ma target de prix. Et ça, je le mettrai sur ma petite miniature de YouTube. Boum! Allez, ici. 350 000 $. Voilà. Croyez-moi, que je sois investi ou pas dans le Bitcoin ou sur les altcoins, je prendrai massivement des profits si on vient atteindre les 250 000 $. Sur tous les altcoins. Parce que si ça retrace ici, à mon avis, les altcoins, ça va faire du très très mal au portefeuille. Et je serai très très content sur mes principales assets dans lesquels je suis investi. J'ai un tout petit peu de Bitcoin, d'accord. J'ai beaucoup hedgé, beaucoup vendu mes Bitcoins sur la précédente montée. Mais si on vient à 250 000 $, croyez-moi, j'en aurai plus beaucoup. Hein. Voilà. Et puis on attendra quoi? Le prochain cycle, tout simplement. Faites ce que vous voulez, les gars. Mais derrière, il y a ça qui se passera. C'est une évidence. Ça se passe toujours comme ça. Ok? Donc où on rachètera du Bitcoin? Parce que ici, j'en achète plus, hein, c'est terminé. Hein. Moi, j'achète plus de Bitcoin depuis longtemps. Hein. D'accord? Bah, je vais chercher ma target, ici, sur les 250 000 $. Hop. D'accord. Classe éco. Je vais chercher ma première classe. Est-ce que je prendrai un petit ordre de Bitcoin? Par exemple. Pardon. Ici. Pourquoi pas, on verra. C'est rigolo. Franchement, je le fais à la main, mais on dirait que c'est un lot. C'est très drôle, 618. Comme quoi, l'habitude. Est-ce que je viendrai chercher peut-être ici, là, hein, sur ces précédents bottom, précédent top, pardon, ATH, précédent ATH, ici un petit ordre. Ouais. Et puis après, j'attendrai une jolie structure de marché. En weekly, en retournement de tendance, pour aller chercher éventuellement doubler ma position d'ici. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on fait? Et là, vous allez répondre, mais pourquoi t'achètes pas là? Parce que si le truc doit revenir là, même en fait, tu es prêt à acheter plus haut. En fait, si le machin va à 250 000 $, tu es prêt à racheter à 100 000 $. Ou tu es prêt à racheter à 65 000 $. Pourquoi tu n'achètes pas maintenant?
Bah pour deux raisons. La première raison, c'est que moi, j'en sais rien s'il va aller à 250 000 $. Et la deuxième raison, c'est que peut-être, contrairement à beaucoup de personnes aujourd'hui qui rentrent sur le marché des cryptoactifs ou des marchés financiers, moi j'ai quelque chose en ma possession qui joue pour moi. Et bah, c'est le temps. Parce que moi, j'ai beaucoup de temps. Moi, ma stratégie, j'ai signé pour 30 ans. Voilà. Et je n'aurai même pas la retraite dans 30 ans. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie. Voilà ma target de prix. Moi, je vois 250 000 $ top de marché, approximatif. On en reparle dans 3 ans pour savoir si j'ai eu raison ou pas, ou peut-être dans 6 mois, ou peut-être dans 1 an, ou peut-être dans 2 ans, mais peu importe. En tout cas, les écrits restent et les paroles s'envolent. Moi, je l'écris dans le marbre. 250 000 €, fin de cycle, j'y crois bien. Voilà, hein, ça s'est passé. Puis peut-être que dans 3, 4 ans, 5 ans, bah, on partira sur ces arcades d'extension in the moon, Bitcoin à 1 252 000 €. Pourquoi pas, on verra bien. À bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.